Voilà, là il est 5. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce quatrième atelier en ligne des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et donc aujourd'hui, voilà, on va poursuivre, voilà, notre calendrier. La thématique aujourd'hui, c'est une thématique très intéressante, comme toutes les autres d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un travail qui a été fait dans le cadre d'un processus d'empowerment pour les participantes à un atelier communautaire. Alors, avant de commencer, je vous propose, bien évidemment, voilà, vous savez très bien, on va revenir avec quelques consignes de rappel. Je vous prie de couper vos micros quand vous n'intervenez pas. Je vous invite aussi à marquer vos noms et vos institutions. Voilà. L'atelier, bien évidemment, il est enregistré et comme vous savez, voilà, l'objectif, c'est que les ateliers en ligne soient disponibles pour tous les autres professionnels qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et donc, ça vous donne la possibilité aussi de revoir ces ateliers-là en équipe ou individuellement. N'hésitez pas, après les interventions de nos intervenantes, il y aura un moment d'échange. N'hésitez pas à lever la main pour intervenir ou alors si vous avez une question brûlante durant les interventions, je vous invite à l'écrire dans la barre de discussion. Alors, aujourd'hui, voilà, je vais encore prendre une minute pour présenter les stratégies concertées. Voilà, je sais, pour les membres, c'est un petit peu redondant, mais voilà, on doit le faire pour les nouveaux arrivants. Donc, comme je disais, bonjour, je suis Marianne Guéna et je suis à la coordination du réseau des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et je suis ici avec ma collègue Anita. Anita, bonjour, ça va? Et donc, du coup, je vais vous présenter le réseau en 2, 3 minutes. Le réseau des stratégies concertées, ben, c'est un réseau euh, d'acteurs et d'actrices du secteur, des différents secteurs qui sont en contact avec les femmes concernées par les mutilations génitales féminines. Et historiquement, le réseau, il existe depuis 2008 à Bruxelles et depuis 2019 en Wallonie. Et donc, à la naissance de ce réseau, bah, il y avait également été identifié un certain nombre de constats. Il y avait un besoin de coordination des différents acteurs de terrain qui, justement, menaient des actions sur les mutilations génitales féminines, d'où la naissance du réseau qui a principalement pour objectif d'améliorer à la fois la coordination, la qualité des différentes interventions dans les deux régions, à savoir bruxelloise et wallonne, et ensuite de faire reconnaître ces interventions au niveau beaucoup plus politique et administratif. Donc voilà un petit peu en quelques mots l'essence et les objectifs de ce réseau. Bien. Alors, ceux qui ne... Un instant, s'il vous plaît. Mes slides se sont un petit peu emballés. Donnez-moi juste une minute. Voilà, la technique fonctionne. Ce sont les aléas des ateliers en ligne. On appelle ça les aléas du direct. Donc voilà, vous ne m'en voudrez pas pour ce laps de temps de silence. Donc, comme je disais, pour les organisations, les institutions qui ne sont pas encore membres, je voudrais bien vous demander si vous êtes en contact avec les femmes concernées par les mutilations génitales féminines, qu'attendez-vous? N'hésitez pas à nous rejoindre au sein du réseau des stratégies concertées, non seulement pour vous former voilà, sur la thématique des mutilations génitales féminines, savoir comment mieux orienter voilà, vos usagères, notamment les usagères concernées par les mutilations génitales féminines. Vous restez informés avec la newsletter des stratégies concertées, des différentes activités, des différents outils qui ont été mis à jour. N'hésitez pas également à votre tour de nous communiquer toutes les activités que vous mettez en place également envers ce public. Ça permet également voilà, de connaître les différents acteurs belges qui travaillent sur la thématique dans les différentes régions, à savoir la région wallonne et la région bruxelloise, et tout simplement pour faire connaître votre structure auprès des instances administratives. Alors,
Pour rappel, voilà, je sais que c'est la rentrée des activités. Donc, l'année 2023 était une année dédiée à une série sexo. Donc, on a voulu aborder la sexualité cette année. Et donc, voilà, on suit notre calendrier des différentes activités. Et donc là, aujourd'hui, on est parvenu au quatrième atelier où on va parler d'un manifeste pour une sexualité satisfaisante. Et donc, sans plus tarder, je vous invite, voilà, à 2 minutes. Donc, du coup, ici, je vais vous présenter. Attendez un instant, je pense que la technique n'est pas de mon côté. Donc, comme je disais, voilà, on suit le calendrier des ateliers et aujourd'hui, on est rendu au quatrième atelier. Et donc, dans cet atelier, on va aborder une thématique très attendue. Et je remercie d'ailleurs les femmes, voilà, des différents groupes de travail qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très, très, très attendue, comme je disais. Et cette thématique-là, c'est le manifeste pour une sexualité satisfaisante. Alors, je repartage mes slides. Donc, si vous voyez un petit peu, vous voyez bien mon écran? Oui? Non, Non, pas. OK, très bien. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va aborder une thématique très attendue, très attendue d'une part parce que c'était la présentation d'un travail d'un groupe de femmes. Et donc, la thématique, elle a été un petit peu revue. Et donc, vous allez bien voir que, voilà, dans ce qui était attendu, c'était la présentation d'un manifeste pour une sexualité satisfaisante. Et il s'agissait de présenter que les femmes qui ont participé à cet atelier puissent le présenter elles-mêmes. Et comme vous voyez, dans la seconde reformulation de la thématique, on va vous amener voilà, vers d'autres sphères et en expliquant bien évidemment pourquoi. Et je vous rassure, hein, l'atelier sera tout aussi très intéressant. Et donc, vous allez aussi comprendre ce qui nous a mené à ce processus-là. Donc, comme vous voyez dans la nouvelle thématique, on est sur un manifeste pour une sexualité satisfaisante, présentation du processus de travail et d'empowerment pour les participants d'un atelier communautaire et plus comme avant par, pour et par. Donc là, c'est vraiment, vraiment à ce niveau-là qu'il y aura la nuance dans cet atelier aujourd'hui. Et ça traduit aussi, bien évidemment, les richesses aussi hein, qu'il y aura dans ces discussions. Et donc, pour aujourd'hui, voilà, nous avons invité une équipe. Une équipe, elles sont toutes là, elles sont là toutes les trois. Donc, il s'agit de Annalisa Paguano, qui est psychologue, de Carolina Ravaniel, qui est infirmier social, et de Feuille Serra Montier. Donc, du coup, pour cette partie, je vous invite, je vais vous présenter un texte. Marianne, on t'entend pas très bien avec la musique. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, Très bien. Donc là, ce que je m'apprête à faire, c'est vous présenter un texte. Nous allons prendre 1 minute, le temps, voilà, de lire ce texte, le temps de s'approprier des mots et ensuite, on va aller dans le vif du sujet. Donc, je vous invite à prendre 2 minutes et de lire ce texte qui va s'afficher sur vos écrans. Donc, je vous invite.
Voilà, je vous invite à garder ce petit bout de texte que vous venez de voir en tête. Voilà, c'est ce bout de texte aussi va rythmer un petit peu les échanges que nous aurons aujourd'hui. Donc tout à l'heure, j'ai pu introduire les trois intervenantes que nous allons avoir aujourd'hui. Voilà, c'est une équipe, voilà, c'est trois intervenantes qui travaillent en équipe. Et justement, ma première interrogation se dirige vers toi, Carolina. Et donc, on a un petit peu vu dans l'introduction que la thématique de l'atelier, qui au final, au départ, il devait s'agir d'un atelier qui devait se centrer sur la présentation d'un processus de travail et d'empowerment pour et par les participants d'un atelier communautaire. Et donc là, aujourd'hui, dans les intervenantes, j'ai présenté trois professionnels. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi ce sont les professionnels, vous, les professionnels qui intervenez aujourd'hui à cet atelier? Bonjour, bonjour Marianne. Merci pour cette introduction. Mais en fait, la première chose que nous devons faire, c'est que nous voulons vous inviter à un tout petit moment d'aveu. Ça va? Parce que nous devons vous avouer quelque chose. Aujourd'hui, nous ne devions pas être là devant vous. Nous ne devions pas être là à vous parler de comment les participantes à l'atelier du dernier vendredi du mois sont arrivées à cette déclaration que vous avez vue, qui a donné le point de départ de ce webinaire. Normalement, c'était les participantes du DVM, de l'atelier du dernier vendredi du mois, qui devaient être là à vous parler de leur vécu, de leur expérience et de leur processus individuel et collectif vécu. Ça ne devait pas se passer comme ça. Et évidemment, c'est très dommage que les personnes qui avaient manifesté leur intérêt d'être là n'ont pas pu être là pour différentes raisons. Et ça, effectivement, ça, c'est ce qui correspond à une des complexités de notre public qu'on vous allez découvrir et qu'on va vous raconter après. Et aujourd'hui, c'est avec nous, les facilitatrices de l'atelier, avec qui vous allez discuter. Nous voudrions juste, il y a un petit point que c'est essentiel pour nous, hein. C'est dans le sens de pouvoir clarifier que nous allons parler, que nous parlons aujourd'hui de notre point de vue en tant que facilitatrice. Nous ne parlons pas à la place des femmes participantes à l'atelier du dernier vendredi du mois. Nous ne prenons pas leur place. Nous ne parlons pas dans leur nom. En leur nom. Ça Merci, va? Carolina. Justement, je te relance. Tu viens de dire on va parler en tant que facilitatrice. Pourquoi justement Et juste une facilitatrice? petite chose, parce que je voudrais juste ajouter avant que tu reposes ta question, c'est qu'aujourd'hui, on va vous raconter en fait d'où on vient, où nous sommes et où on y va, de nos apprentissages, de nos erreurs, de nos réflexions, de notre propre empowerment, comme toi tu l'avais dit, etc. Et tous les autres des mots que vous pouvez mettre. Et on va vous parler aujourd'hui de ce que nous nommons notre laboratoire, un laboratoire qui est constant. Et ça, c'est important. On espère qu'on va pouvoir vous expliquer, que vous allez comprendre pourquoi nous avons défini et nous plaçons et, dans un processus qui est dans un laboratoire qui est constamment en évolution. Justement, je reviens sur le terme facilitatrice et voilà, ça m'intrigue un peu. Pourquoi facilitatrice alors que l'habitude, on entend animatrice? Ah, mais parce que, parce que c'est un peu plus joliment, non? Mais bon, non, c'est pas ça. En fait, c'est parce que, en fait, pourquoi on fait le choix de s'appeler facilitatrice? Parce que l'animation est dans, et on dirait que, on peut dire que faciliter englobe l'animation. L'animation, c'est un élément, et que ce que nous proposons, c'est justement de pouvoir accompagner, que ce soit les personnes qui ont construit avec les personnes, avec leur temps, avec leur envie, avec leur vécu. Mais bon, ça c'est, si vous voulez, on peut en discuter après, mais revenons à ce que nous réunit aujourd'hui. Voilà. Alors, nous allons parler du processus de comment les participants sont arrivés à cette déclaration, mais du point de vue de notre expérience facilitatrice. Ça va? Et
Et en tant que facilitatrice, même si nous travaillons en fait depuis des années avec des groupes au sein du GAMS, et on doit vous avouer une autre chose, hein, que nous, on n'a pas l'habitude de montrer notre travail, hein, de parler de notre travail. Ça va? Nous savons très, très bien ce que nous faisons, mais nous restons un peu plus dans l'ombre. Parce que, en fait, les personnes qui sont les mieux placées, ce sont justement les personnes qui participent à notre atelier, les femmes qui viennent depuis des années au GAMS. Alors, nous allons vous raconter plus tard comment nous travaillons. Et aussi, c'est la question de que nous devons aussi vous avouer hein, que on a 1 heure pour vous raconter des années de travail et on espère que nous allons pouvoir y arriver à répondre à les attentes, à tes attentes, à les attentes des personnes qui sont qui participent à ce webinaire et aussi des femmes, des participantes qui sont là aujourd'hui au GAMS pour venir. Alors, on doit faire honneur à pouvoir restituer bien des choses parce on leur doit ça. Ça va? Merci beaucoup, Carolina. Je trouve très intéressant et très enrichissant justement ce que tu viens de partager, de se dire, voilà, il y a eu voilà, un engouement dès le départ, mais après, dans le processus, il y a quelque chose qui a fait en sorte que finalement, les femmes concernées ne veulent pas, les femmes de cet atelier-là, pardon, n'ont pas voulu prendre cet espace public, hein. Et j'aime bien aussi le fait que tu dises, nous, on va parler en tant que facilitatrice et pas au nom des femmes concernées et justement qui, elles aussi, sont là et qui aussi écoutent ces différents échanges. Et je trouve que c'est là où il y a de la richesse, justement, de montrer justement cette flexibilité aussi hein, et cette adaptabilité que vous avez également et qui est aussi un apprentissage hein, pour les professionnels qui participent aussi à cet atelier. Donc moi, je dirais aussi qu'il y a de l'apprentissage et de la richesse dans ce que tu viens de partager. Tout à l'heure, justement, tu parlais de ces ateliers en ligne, de ces ateliers communautaires. Tu as parlé de dernier vendredi du mois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement le temps de poser les bases et que tout le monde comprenne un peu de quoi il s'agit, ce laboratoire dont tu as parlé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça va. On va faire un peu d'histoire. Hein. C'est important un peu de la mémoire, hein, la mémoire historique, hein, c'est important dans tout processus en fait. Alors le DVM, c'est ce qu'on appelle l'atelier du dernier vendredi du mois. C'est en fait la plus ancienne activité collective du GAMS. Hein. Et cet atelier s'appelle comme ça. Jamais on a réussi à trouver un nom. Et, et si vous voulez savoir pourquoi, nous n'avons pas de réponse non plus pour cette question. Alors, cet atelier a évolué avec notre association, a vécu nos déménagements, nos changements, en forme et en couleur. C'est vraiment ce qui peut, c'est l'activité la plus marquante en fait. Au début, le GAM c'était une seule antenne. Des femmes de partout de la Belgique venaient à cet atelier. Des femmes qui faisaient parfois des longues routes en train, en bus, parfois des heures, et elles arrivaient à compte-gouttes. Il y avait des retards qui étaient longs, mais elles étaient là. Nous avons essayé hein, de travailler la question de la ponctualité, nous avons mis des règles, ce sont les mêmes participantes qui ont dit oui, on va faire ça et ça et ça. Nous avons essayé tout pour structurer l'activité. Parfois, on réussissait évidemment, mais parfois aussi, et d'autres pas du tout. Hein. Alors, c'était des rencontres avec des services qui venaient donner des informations. Alors, je vous invite à imaginer une grande salle dans le dernier étage d'une école qui accueillait plus de 100 personnes, des femmes et des enfants. À la fin de l'activité, c'était le chaos. Il y avait une autre expression, mais qui détente une ancienne collègue avec qui nous avons animé ces moments qui étaient célèbres. Hein. C'était imaginez des restes de nourriture, de bouteilles de plastique, des longes, des sacs, des mouchoirs, etc., etc. Et c'était des femmes, en fait, qui participaient à l'atelier, qui venaient seules, qui venaient en groupe. Certaines d'entre elles allaient se promener en ville, mais celles qui participaient avaient comme mission de signer la liste de présence avec surtout le nom de toutes celles du groupe, hein, le groupe originaire qui était arrivé ensemble à la gare et qui elle donnait la mission à 2 ou 3 qui participaient à l'atelier de venir signer.
Un jour, on a questionné en fait pourquoi elles s'arrachaient la liste de présence. Et on se demandait pourquoi. Et on les a questionnées. Et les participantes, elles pensaient qu'on envoyait le document, parce que la plupart étaient en procédure d'asile, elles pensaient qu'on envoyait à les instances d'asile la liste. Et évidemment, quand nous avons déconstruit tout ça, le groupe, évidemment, a diminué. Et considérablement, je vais vous dire. Hein. Franchement, on est resté avec un tout petit groupe. Alors, bon, nous avons continué. Et avec le temps, nous avons réfléchi ensemble à que nous nous sommes rendus compte qu'on avait l'envie et des compétences pour animer nous-mêmes les séances, de changer complètement. On voulait changer de cap et travailler les questions propres à nos missions, les MGF en fait. Et on avait envie de faire des ateliers plus participatifs, de travailler avec les participantes qui venaient à l'atelier différemment. Alors, nous sommes passés des séances d'information à des ateliers participatifs animés par nous-mêmes. Avec le temps, évidemment, les différentes antennes se sont développées, des nouvelles collègues sont arrivés et l'atelier a suivi sous différentes formes avec les spécificités liées évidemment aux participantes qui sont le noyau, on va dire, aux antennes en fait et aux animatrices, aux facilitatrices. Ça va, à l'époque on s'appelait toujours animatrice. C'est ça, un peu cette petite histoire. Merci, merci. Merci beaucoup, Carolina, et justement de montrer que voilà, ces groupes, voilà, ces ateliers communautaires, voilà, sont un petit peu sur l'étendue, voilà, du territoire de la région bruxelloise et wallonne, Bruxelles, Namur, Liège. Et ma prochaine question va s'adresser, merci pour cet historique-là, merci voilà, de montrer d'où vous venez. Ça traduit aussi hein, justement votre empowerment en tant que participante parce que de séances de sensibilisation à séances de travail où vous re-questionnez un certain nombre de thématiques propres aux mutilations génitales féminines avec les femmes. Voilà, je trouve que c'est aussi un processus d'empowerment des facilitatrices que vous êtes. Donc ma prochaine question va s'adresser à Faven. Faven qui est animatrice communautaire. Je voulais savoir, Faven, Carolina nous a un petit peu briefé sur la méthodologie, sur l'historique. Moi, ma question, ce serait beaucoup plus sur la méthodologie. Voilà, c'est quoi la méthode que vous utilisez justement dans ces ateliers communautaires? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu du cadre pour avoir une idée, comme je disais aussi, pour poser les bases et rentrer dans le vif du sujet? Merci, Marianne. Pour la méthodologie, qu'est-ce qu'on utilisait? Pardon. Petit problème technique. Oui. Ce sont les aléas du direct, hein, Favan. J'en ai aussi fait les frais il y a quelques minutes. La méthodologie proposée est féministe, empowerment et participative à nous travaillons et à partir de représentation vécue, expérience et de connaissances et la propre source de participants. Et l'atelier construit avec les femmes aussi. Très bien, donc vous construisez les ateliers avec les femmes, je te remercie. Je trouve aussi ça très intéressant, cette approche participative aussi. Hein. Et donc je mets aussi l'accent dessus parce que voilà, on se rend compte voilà, à travers des années que voilà, la participation, voilà, c'est vraiment un des éléments sur lequel justement, Carolina, tu parlais de ça. Au début, le groupe, il était très large et après, on a vu un rétrécissement du groupe. Et la participation aussi, c'est un élément voilà, très important. Et je trouve aussi qu'en tant que méthodologie, voilà, ça permet aussi de prendre en compte, d'identifier et que les femmes aussi identifient leurs besoins, leurs attentes dans le cadre de ces ateliers communautaires. Et donc, Févin, tu nous as un petit peu parlé de la méthodologie de ces ateliers. Tu nous as dit qu'elle est féministe, elle est participative et émancipatrice, hein, c'est ça. Et donc, je voulais savoir, concrètement, comment est-ce que ça se structure? Est-ce qu'on peut avoir des petits bribes pour avoir un petit peu une idée au cas où, voilà, s'il y a des professionnels ici connectés qui souhaiteraient, dans le cadre de leurs organisations, voilà, mettre sur pied ce type d'atelier pour les femmes qui seraient concernées. Ça ressemblerait à quoi un petit peu? Comment est-ce que vous structurez cet atelier? On a une structure d'atelier, mais c'est pas
On n'a pas arrivé dans cette structure dans un jour, il était le travail des années. Et pour vous dire, c'est la première fois, on a le rituel d'ouverture, ça peut être le ronde avec la musique ou quelque chose que la participante a proposé. Après, on a l'accueil aussi. Avec l'accueil, on a de nouvelles personnes, comme ça, on va parler, on va dire c'est quoi notre nom avec quelques activités. Parce qu'il y a la personne qui est nouveau, il y a la personne qui est ancienne. Après, on doit présenter nous-mêmes aussi, la facilitatrice, qu'est-ce qu'on fait, notre fonction ici aussi. S'il y a la personne qui observe aussi, comme ça, on va demander à la femme s'ils sont d'accord, cette personne, il va être dans cet atelier qu'il va nous observer et on dire c'est quoi l'objectif aussi. La plupart, ils sont d'accord, mais on toujours demande son d'accord si la personne il doit être là ou non. Après, on présente notre atelier, le cycle, et on présente des sujets de jour aussi. Et on demande aussi s'il y a besoin de traduction aussi. Et annonce de collègues, déjà on annonce le collègue qui est là dans l'observatif. Je vais revenir pour la traduction. Je vais vous dire comment on demande si la personne a besoin de traduction ou non. Après, on a des rappels de cadre. Le cadre, c'est fait avec les femmes. Le premier cycle d'atelier, on a toujours préparé notre cadre. Ça veut dire c'est de soit de toi-même et de soit de l'autre. Si la femme, il doit savoir, ils ne sont pas obligés pour parler, mais il faut parler. Après, s'il y a après, pour être à l'écoute, pour ne pas juger, pour ne pas parler qu'est-ce qu'il était parlé hors aussi, de confidentialité aussi. Et pour être à l'air, on a travaillé plusieurs fois. Ça, je vais parler après avec notre difficulté aussi, pour être à l'air et tout. Et pour faire état aussi, pas état, mais pour faire silence de téléphone, parce que parfois, il y a la femme qui a des appels urgents parce qu'il y a des femmes avec des enfants, peut-être c'est l'école ou de crèche qu'il va appeler. Comme ça, on n'oblige pas pour étaler le téléphone, mais on demande pour faire un silence et s'il y a des appels pour sortir et pour parler. Mais toujours, on rappelle le cadre et toujours, on demande s'ils voulaient ajouter quelque chose s'ils n'ont pas d'accord. Comme ça c'est notre rappel de cadre et on forme de cadre aussi s'il doit réformer aussi. Après, il y a le tour de prénom aussi, il y a l'échauffement. L'échauffement, c'est un exercice qu'on fait dans l'atelier. Ça, c'est pour ramener la personne ici et maintenant. Ça, il est aussi pour bouger le corps, pour ne pas qu'assise et parler. Et on fait ça. Après, il y a l'atelier, le sujet de l'atelier. À la fin, on a la clôture, on a un rituel de clôture aussi. S'il y a des demandes, s'il y a des formations, s'il y a de bonnes nouvelles aussi, on demande la femme. Et à la fin, il y a le rituel de fermeture qui était choisi par les femmes aussi. Merci beaucoup, Feivan. Je trouve ça, voilà, je te coupe pas, hein, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire et super riche parce que, voilà, donner un petit peu plus d'éléments sur ces ateliers permettent aussi justement de pouvoir voir quel environnement, dans quel environnement les femmes discutent, les femmes se livrent. Merci d'avoir mis en évidence, voilà, ces structures où, voilà, chaque atelier est mené par un rituel. Voilà, je pense que ce rituel-là permet justement aux femmes justement de se sentir bien dans dans cet environnement-là. Merci également d'avoir mis en évidence comment est-ce que la place de l'accueil aussi dans cette structure qui a importance et qui a toute son importance, notamment des personnes qui sont présentes, d'autres collègues, hein, comme tu as dit, qui sont aussi là pour observer, mais aussi le cadre. Je trouve ça très intéressant que le cadre soit élaboré, fait par des femmes et qu'il est en constante évolution et qu'au fil des ateliers, il peut changer en fonction de si elles souhaitent rajouter voilà, quelque chose ou autre. Et donc, moi, ma prochaine question, Feivan, ce serait de savoir alors, une fois que tu nous as un petit peu présenté ce cadre, Caroline nous a parlé de l'historique, tu nous as parlé du cadre, de la structure de l'atelier, je souhaiterais savoir quels sont les objectifs de ces ateliers communautaires.
Ouais, les objectifs, c'est pour renforcer la capacité individuelle et collective. Euh, euh, et l'empowerment participant dans la perspective de lutte contre la violence faite aux femmes et la promotion de l'égalité et les femmes et les hommes aussi. Merci. Donc, du coup, voilà, très clairement, je pense que Carolina, tu l'as aussi dit au début, hein, on est vraiment justement dans cette visée de renforcement de compétences en empowerment, d'émancipation aussi. Et donc, maintenant, je vais m'intéresser aux participantes, Faven. Est-ce que tu peux nous dire qui sont les participantes à ces ateliers communautaires? La participante, c'est la femme qui est déjà inscrite au dance, hein, qui vient de différents de pays qui le MDF et le mariage forcé sont pratiqués. Ils sont directement ou indirectement affectés par cette pratique. Lors de notre première atelier, nous présentons des personnes notre activité et lui demandons s'il est intéressé à participer dans notre atelier dernière fin de 2 mois. S'il est d'accord, nous lui demandons s'il accepte aussi pour ajouter dans le groupe WhatsApp pour le DVM. Et s'il accepte, nous ajoutons. S'il ne voulait pas, nous lui donner la date d'activité. Mais la plupart d'entre les femmes, ils ont accepté pour être ajoutés dans le groupe WhatsApp. Et l'atelier est ouvert pour toutes les femmes, sans distinction d'âge. Donc, il y a des femmes qui viennent constamment, il y a des participantes qui depuis longtemps et d'autres qui participent plus. Il y a que la participante qui vient quand elle peut. Donc, le groupe change constamment avec l'ancienne et de nouvelles aussi. Et la situation administrative, c'est pas importante pour participer aussi. Ça dépend toujours de leur volontaire et de disponibilité. Les participants, il y a des personnes qui, dans des demandes d'asile, habitent dans des centres, chez eux ou avec leur famille. Les femmes qui ont hors de procédure d'asile, il y a les réfugiés reconnus, il y a les femmes qui sont venues dans le cadre de regroupement familial et qui vivent chez elles ou dans de différentes occupations. Et donc, quelles sont les difficultés que voilà, tout à l'heure, Carolina disait, on va parler de ces difficultés-là et quelles sont les difficultés justement euh, voilà, de ces différentes situations-là? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, enfin, que rencontrent les participantes justement dans le cadre de ces ateliers communautaires? Ouais. La première difficulté, toujours, c'est pas pour arriver à l'heure. Il y a toujours les personnes qui sont en retard, même si on a discuté aussi plusieurs fois de ce sujet, mais il y a quelqu'un qui est arrivé à l'heure, mais la plupart, c'est la personne, il n'arrive pas à l'heure. Après, je parlais sur le groupe WhatsApp aussi. Et dans le groupe WhatsApp, pour être clair, on a un groupe WhatsApp qu'on utilise pour annoncer, pour faire des rappels, pour annoncer s'il y a une nouvelle, pas nouvelle, mais s'il y a de activités hors de GAMS ou GAMS qui concernent la femme. Mais là-bas, on demande aussi s'il a besoin de traduction. Et il y a la femme qui a besoin de traduction, mais ils n'ont jamais nous dire, mais il arrive aussi. Parfois, la femme, peut-être, elle comprend 60% ou quelque chose, ou il y a la personne aussi qui peut traduire pendant participer dans l'atelier, mais on voulait la personne qui est là pour participer, pas pour traduction. Mais comme ça, il y a la personne s'ils n'ont pas nous dire s'ils ont besoin de traduction, on n'arrange pas une traductrice parce que la personne qui va traduire, elle porte du temps pour nous aussi, c'est porte de temps pour organiser. Et ça, c'est une. Après, il y a différentes absences de personnes parce que le groupe, ça change. Mais ça peut être différentes raisons parce que il y avait autre priorité, il y a le travail qui commence, il y a la formation, et il y a différents rendez-vous administratifs aussi, il y a changement de l'adresse, il y a le temps aussi qu'il faut faire trop froid ou pleuvoir. Oui, trop chaud, ça va être trop chaud, pas trop, parce que dans l'été, on ne fait pas notre atelier. Et
Après, il y a le grille de transport en commun aussi. Parfois, ça tombe dans ce jour-là et la personne, il ne peut pas venir. Et il peut être malade ou son enfant être malade aussi. Comme ça, il y a tous les jours, il y a le changement de groupe. On ne sait pas Mm. combien de femmes il va venir ou Ouais. non. Ça, c'est la difficulté. Merci Feven. Justement, moi, je voulais aussi lancer une question aux participants et participantes. Merci de nous avoir fait un état des lieux des participantes. Voilà, tu as mis en évidence que voilà, il n'y avait pas d'importance au niveau de la situation administrative, qu'elles pouvaient bien voilà participer, qu'elles soient demandeuses d'asile, qui habitent dans les centres, qui sont en famille, qu'elles soient en procédure d'asile, qu'elles soient reconnues réfugiées, qu'elles soient venues dans le cadre du regroupement familial. Donc, tous les statuts administratifs sont les bienvenus. Et je trouve aussi très intéressant ce que tu viens de mettre en évidence, les difficultés justement d'avoir, la difficulté d'avoir un groupe commun et montrer que le groupe évolue parce qu'en fonction des priorités, que ce soit le travail, que ce soit les formations auxquelles elles sont appelées justement dans le cadre des différentes situations administratives où elles sont, eh ben, il y a parfois ce problème de retard. Et donc, je voulais un petit peu voilà, les retards aux ateliers, les absences, le fait que, voilà, une femme peut venir à un atelier, elle n'a pas dit qu'elle avait besoin de traduction et que vous soyez sur le fait accompli, mais vous allez justement, vous, c'est de votre devoir de faire en sorte que, voilà, elle puisse participer à l'atelier, de trouver justement les solutions. Et donc, moi, ma question, je renvoie la question aux participants et participantes ici présents. À votre niveau, dans le cadre des ateliers communautaires que vous organisez, est-ce que vous avez rencontré les mêmes difficultés? Et si oui, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien? Je trouve que c'est aussi un bon point à partager entre professionnels et savoir que voilà, en fonction du public aussi, voilà, il y a des difficultés. Est-ce que ce sont les mêmes difficultés? Si oui, qu'est-ce qui marche? Comment est-ce que voilà, quelle stratégie vous adoptez? Qu'est-ce qui marche moins bien? Je vais prendre une personne voilà, pour nous partager. Passerelle, ASBL ou oui, Vous m'entendez? oui, très bien. Bonjour et merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. Nous, on travaille du Luxembourg avec des demandeuses bénéficiaires de la protection internationale également. Et on travaille avec d'autres associations sur la thématique des violences fondées sur le genre. Donc, pas uniquement mutilation, mais évidemment, ça en fait partie. Et une autre association avec laquelle on travaille fait des ateliers plutôt artistiques. Et on a aussi des groupes de parole qui sont supervisés par une psychologue. Et en fait, toutes les difficultés là que vous avez mentionnées, c'est aussi des choses qu'on rencontre. Et il y a autre chose. En fait, j'avais une question vis-à-vis de la présence des enfants aux ateliers. Est-ce que les enfants viennent ou est-ce que vous avez prévu une possibilité pour les enfants de se faire garder sur place? Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les droits pour mettre les enfants à l'école, si, mais à la crèche ou alors voilà, pour faire garder les enfants. Et du coup ça, c'est quelque chose qu'on se demandait. Et c'est une interrogation qui m'est venue en écoutant Feven. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est ça que j'ai oublié pour vous dire la question d'enfants. Normalement, il y a la femme qui vient avec des enfants qui n'est pas scolarisée. Et qu'est-ce qu'on fait? La plupart, c'est trop petit ou qu'ils bougent un petit peu moins d'un an ou quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la femme, on demande, il faut venir avec son enfant. Et après, c'est nous, la facilitatrice et la personne qui participe aussi, qui s'occupe d'enfants. On change pendant la maman elle est en train de parler ou c'est là aussi. Comme ça, on fait le changement qu'on s'appelle on attend la femme, mais qui n'est pas scolarisée. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Bien, moi alors merci, hein, merci d'avoir voilà posé un petit peu les balises pour qu'on comprenne un petit peu l'historique de ces ateliers communautaires, comment c'est structuré, dans quel environnement les femmes s'expriment, les femmes se livrent. Là, je propose maintenant
de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, la thématique d'aujourd'hui. Et donc là, on a bien ces bases qui nous permettent, qui nous donnent voilà, une image en fait justement de ce de ce qui se fait dans ces ateliers-là. Et donc moi, ma prochaine question, je vais l'adresser à toi, Carolina. Finalement, comment vous êtes arrivée sur la thématique de la sexualité? Bon, quand Faye vous a raconté, hein, d'une certaine manière, elle a laissé comprendre que nous travaillons toujours avec des groupes ouverts. C'est important de vous parler de ça pour un peu mettre un peu de contexte par rapport à comment nous sommes arrivés à cette déclaration. En fait, des personnes qui, toujours on a travaillé, les groupes étaient ouverts avec des personnes qui venaient, repartaient, revenaient selon leurs besoins et priorités. Imaginez, en fait, imaginez un train dans lequel des personnes montent, font une partie du trajet ensemble, elles descendent à des différentes stations, d'autres montent au fur et à mesure, et des premières qui étaient déjà et qui sont descendues rattrapent le coche, même si le chemin est bien avancé. Alors, nous avons toujours travaillé comme ça. Nous nous sommes adaptés et nous suivons, comme on disait, les temps marqués par les participantes. Nous, en fait, nous assurons, et c'est là la question de facilitatrice, de bien tenir le fil conducteur, même s'il y a des risques de déraillement. Et alors, et pour revenir à ce thème, à ta question, Marianne, qui était de comment nous sommes arrivés au thème de la sexualité satisfaisante, en fait, on va revenir en arrière parce qu'on va vous parler à partir de janvier 2020. Parce qu'avant, on a fait tout un travail toujours, mais ça, c'est toute une autre histoire, en fait, en relation avec la question de la sexualité qui a donné et suite à des outils que nous avons créés avec les personnes sur d'autres thématiques aussi. Alors, comme je disais, en janvier 2020, nous avons commencé un programme à long terme ayant comme élément central les droits reproductifs et sexuels. Notre idée était effectivement de travailler des thématiques liées à la problématique des mutilations génitales féminines en partant du général pour aller vers le plus spécifique. Alors, suite à l'atelier de janvier 2020 et à nos observations que nous avons eues de l'année précédente, en février, comme nous faisons toujours, hein, une évaluation avec le groupe. C'est très important pour nous de pouvoir évaluer. On ne fait pas des évaluations tous les 5 ans, non, sinon que c'est à chaque année que nous invitons les personnes à évaluer avec nous et toujours dans ce processus d'empowerment que après, on va faire référence. Alors, comme Faven vous a raconté, nous travaillons avec une méthodologie participative qui est basée sur des principes de l'éducation populaire. Une méthodologie participative avec une approche de genre, qui va effectivement, comme Faven disait, le renforcement des capacités individuelles et collectives, et dans les objectifs qui avaient été déjà dit. Et qu'est-ce que cette évaluation nous permet? Effectivement, de faire des ajustements pour répondre au mieux aux besoins et objectifs du groupe. Et ce, effectivement, de l'institution, parce qu'on ne doit pas oublier aussi hein, que les objectifs que nous représentons, le GAM sont faits. Alors, en 2020, évidemment, on était dans cette lancée et le Covid est arrivé et toute une autre histoire a commencé. Alors, on avait plus de présentiel, on devait, et nous, c'est vraiment la question du présentiel qui est la base avec laquelle nous travaillons, et on devait s'adapter. Et alors, pour pouvoir, on a pensé à tous les scénarios possibles de relance. Et tout dépendait à chaque fois. On pouvait, malheureusement, on n'a pas pu mettre en place, même si on avait pensé, si on fait de telle manière, on fait de telle autre, jamais on n'a pu le mettre en place. Alors, les questions, qu'est-ce qu'on a, on arrive en 2021 et suite aux assouplissements des mesures sanitaires, nous avons pu relancer certaines de nos activités, pas complètement. Et une de ces activités était justement l'atelier du dernier vendredi du mois. Et on s'est dit que pour se retrouver,
on allait commencer par un module COVID de 3 séances intitulées Après le confinement, la vie reprend, mais comment? Et ça nous semblait, juste une petite parenthèse, ça nous semblait important de relancer cette thématique qui était toujours d'actualité en ce moment dans la vie quotidienne des personnes que nous accompagnons. Et, entre parenthèses aussi, ces rencontres nous ont permis d'identifier d'autres besoins, spécialement qui étaient liés à la santé mentale des personnes, qui étaient assez fragilisées avant la crise sanitaire et très impactées par elles-mêmes et en raison de leur situation de vie et de la plupart d'entre elles. Hein. Et à la fin de ce petit module, nous avons re-questionné les besoins à l'intérêt des participantes pour notre suite. Et notre activité, effectivement, était de relancer les ateliers à partir du mois d'octobre. Et comme avec notre programme habituel de travailler les questions des droits sexuels et reproductifs. Alors, nous sommes arrivés en octobre 2021. Et on a un souci de connexion. Un instant. Est-ce que vous nous entendez encore? Moi, je n'entends plus Carolina. Oui, on t'entend toi, mais on n'entend pas. a pu reprendre le DVM avec une nouvelle structure. Laquelle? Alors, le thème qui avait été choisi par n'importe quel des groupes était l'excision. Mais le groupe fermé, ça... Carolina, permets-moi de te couper. Tu as été coupée pendant 30 secondes. Tu étais en octobre 2021. Ah, en octobre. OK. Alors, fermé, oui. On a été coupé. Ça va. Et alors, en octobre 2021, on a pu reprendre le dernier vendredi avec une nouvelle structure. C'était une structure qui était groupe fermé et maximum 8 participantes. On a divisé le groupe. On avait d'un seul groupe qui avait 24 ou 25 personnes maximum. On est passé à 4 groupes de 8 personnes maximum. Parce que nous sommes, avec la méthodologie que nous travaillons, maximum, on ne va pas au-delà de 24 ou 25 personnes. Sinon, ce n'est pas possible. Ça va? Alors, là, on avait demandé que ce soit sous inscription, on demandait un engagement de la part des participantes, mais demander un engagement, c'était compliqué pour elles en raison de leur situation de vie. Et les groupes avaient décidé de travailler l'excision. On a vu que c'était impossible de maintenir cette structure de groupe fermé et on est revenu à des groupes ouverts. Mais alors, la question de l'excision qui est sortie, que c'était l'élément commun pour toutes les participantes et de tous les groupes. Et quand on dit excision, on dit sexualité. Ça va? Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? En fait, que toujours les participantes et les personnes qui venaient. Je crois qu'il y a vraiment un problème de connexion. Par rapport à un vécu qui était d'une sexualité qui était figée dans le passé, avec des expériences, des expériences de vie sexuelle basées dans la violence, apprise aussi dans la violence, une sexualité subie, une sexualité qui était imposée et qui est dans la violence, dans la douleur, dans la souffrance. Ça va? Alors, c'était important de pouvoir travailler des idées reçues sur la sexualité. Beaucoup des idées reçues, mais qui étaient dans l'apprentissage, qui venaient propre de l'histoire de chacun, de chacune. Hein. Parce que si chacune et chacune fait cette même réflexion, on va se retrouver qu'on a plein, hein, tout le monde a plein des idées sur la question de la sexualité. Alors, on devait travailler ça. Et un jour, en fait, nous travaillons beaucoup avec des images. Hein. Vous avez compris, nous utilisons le théâtre, nous utilisons beaucoup dans notre méthodologie de travail. Et en fait, un jour, Annalise, notre chère collègue Annalise, hein, vous allez voir après, en fait, elle nous fait penser à une image. Elle lance une image que c'était comme les personnes viennent avec c'est comme si les personnes viennent avec des vieilles casseroles attachées à leur corps et le seul bruit qu'on entend, c'est celle qui est faite par les casseroles, hein, par ces casseroles. Et alors,
on devait de passer d'une sexualité dépossédée, c'était important de pouvoir dépoussiérer les fantômes du passé. Ça va? Pour pouvoir effectivement donner une place, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se positionner dans un présent et pour aller vers le futur. Et c'est comme ça que cette thématique est pourquoi la sexualité satisfaisante spécifiquement. C'est ça la... Merci beaucoup, Carolina. Merci de nous avoir brossé. Voilà, c'est vraiment, on voit que c'est vraiment 2 années au sein au courant de laquelle, voilà, la thématique a émergé de par différents constats, notamment différents besoins aussi identifiés par les participantes. Toujours, c'était la question de l'excision et donc justement la sexualité. Et je trouvais ça aussi super intéressant quand tu as dit il fallait se débarrasser, dépoussiérer des fantômes, il fallait travailler dessus. Et justement, ma prochaine question va s'adresser à Annalisa. Annalisa qui est psychologue. Comment justement vous avez traité cette thématique? Comment vous avez dépoussiéré et travaillé et pour laisser les fantômes du passé derrière? Alors, on a décidé de les regarder, les fantômes, et de leur donner une réelle place. Et donc, on a proposé de nous arrêter sur ce sujet de la sexualité et de travailler le sujet en 3 temps, c'est-à-dire la sexualité au passé, la sexualité au présent et la sexualité au futur. L'objectif général déjà je vérifie juste que je suis au bon endroit. Est-ce que je suis bien à la question numéro 9? Oui, tu es bien là. Ok. Pardon, hein, mais on a plein de problèmes techniques aujourd'hui. Donc, de toute manière, l'objectif général, lorsqu'on parle de sexualité, était d'offrir un espace de parole, d'inviter à parler, de se donner la possibilité de parler de sexualité. Rien que ça, c'est déjà beaucoup quand on n'a pas d'autre espace. C'était aussi d'inviter les personnes. Alors, regarde, nous avons une alarme incendie qui s'est déclenchée. Alors, Marianne, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'on va continuer. C'est un exercice qui est fait chaque année dans notre bâtiment et ça tombe aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant parce que ça parle de ce laboratoire avec les imprévus. Hein, alors, ça tombe juste comme ça, vous avez une idée. Je propose de continuer. Oui, ok. Donc, l'objectif général aussi était de se questionner sur la manière de vivre sa propre sexualité, sur le niveau de liberté et d'action possible. Et donc, on a décidé de traiter la sexualité en 3 temps, passé, présent, futur. Donc, en donnant la place à la parole du passé, le choix a été fait parce que la parole du passé prenait beaucoup de place sur la parole du présent. Et donc, l'objectif... Ah, pardon, on nous dit qu'on doit sortir. Marianne, on nous dit qu'on doit vider les lieux. On va donner nous 5 minutes le temps de nous... Voilà, on va changer de bâtiment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée des imprévus. Il y a, voilà, tout le bâtiment. L'alarme incendie s'est déclenchée. C'est un exercice annuel. Donc, voilà, ce sont les aléas du direct. Donc, nous vous invitons... voilà, on prend 5 minutes et on essaie de se remettre dans un autre bâtiment et on vous revient. Restez connectés, on est là. On va juste couper nos caméras le temps de se rendre dans un autre bâtiment et on vous rejoint. Voilà, je suis là. Merci beaucoup, Annalisa. Ce n'est plus que toi qu'on attendait. Je remercie vraiment tous les participants et les participantes pour leur compréhension, voilà, parce qu'on a dû faire face à un imprévu sécuritaire. Et donc, voilà, on s'est exécuté, c'est bon, c'est terminé. Je vous propose, voilà, de re-rentrer dans le vif du sujet. Et donc, avant qu'on ne soit interrompu, justement,
On parlait justement de, Carolina, tu avais parlé de se débarrasser justement de ces vieilles casseroles et comment est-ce que on travaillait sur ces fantômes du passé. Et donc, Annalisa, tu nous parlais comment est-ce que la sexualité, comment est-ce que la thématique, voilà, de la sexualité satisfaisante a été travaillée par un temps futur, présent et passé, présent et futur. Tu parlais un petit peu des trois temps. Je pense qu'on était à ce niveau-là quand on a eu cet incident. Je te laisse la parole. Ok. Donc, Carolina et Feven ont parlé un peu de la méthodologie, de comment on fonctionne pour, dans nos objectifs du dernier vendredi du mois. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque atelier de 2 heures est préparé par nous trois pendant 2 heures avant. Donc, on adapte vraiment chaque atelier aux besoins des participantes. Et quand elle vous dit qu'on a eu cette idée de travailler sur les casseroles, c'est parce qu'en travaillant 2 heures pour chaque atelier, ben ça, enfin, on parle beaucoup, quoi. Et c'est comme ça qu'on crée des directions, on va dire, qu'on va proposer aux ateliers. Donc, on est parti sur l'idée d'abord de donner la place à la parole du passé, parce qu'on s'était rendu compte, comme ça a été dit, que la parole du passé prenait beaucoup de place dans le discours présent des participantes. Et donc, avec cette première étape du passé, les objectifs, c'était de prendre conscience des expériences d'une sexualité passée, peut-être pas entièrement satisfaisante. Le mot prendre conscience est très important là-dedans. Identifier quelles en sont les causes, les raisons, et amorcer un travail de déconstruction de ces schémas répétitifs, de ces choses qui sont apprises, enseignées, mais surtout par obligation et par contrainte. Et donc, cette étape du passé, en fait, elle était nécessaire même pour nous en tant que facilitatrices, pour envisager le futur et dans un but de nettoyer, hein, de faire place au présent et aux éventuelles projections du futur, de replacer chaque temps à sa juste place et lui donner sa juste valeur, et aussi travailler, comme ça a été déjà dit, la plainte pour passer à l'identification des besoins et à l'expression d'une demande en matière de sexualité. Justement, je reviens sur la méthodologie. Comme tu disais, vous avez un petit peu, voilà, vous avez brossé le cadre méthodologique auquel vous faites appel pour travailler sur cet empowerment. Maintenant, dans le cadre de la sexualité satisfaisante, euh, voilà, on a toujours cette image que tu nous as brossée, Carolina, les vieilles casseroles. Concrètement, comment, voilà, sur quels éléments vous travaillez avec ces femmes pour qu'elles puissent laisser justement ces vieilles casseroles derrière elles? C'est ça. Donc, toujours dans l'étape du passé, on a travaillé sur 2 points, sur les représentations et une remise en contexte. Donc, dans le point représentation, c'est-à-dire qu'on a cherché d'abord à recueillir toutes les représentations, les idées générales, les idées reçues, comme ça a été déjà dit auparavant, sur la question des rapports intimes, affectifs, sur la sexualité. Et dans tous nos ateliers, quel que soit le thème, la technique, elle est très répétitive, c'est-à-dire on va chercher le point de départ, de quoi on parle et de quel point de vue on est en train de parler, c'est-à-dire quel est le point de vue des participantes. Et à partir de là, on a refait une remise en contextualisation, c'est-à-dire qu'on a invité les personnes à replacer ces expériences sexuelles, entre guillemets, hein, dans le vrai contexte dans lequel elles ont été vécues, c'est-à-dire de les rattacher à une ou des situations spécifiques. Et la plupart du temps, on parle d'expériences sexuelles qui ont vu le jour dans des contextes où il y a de la violence, comme tout ça a été déjà dit. Ces 2 premières étapes, bien qu'elles semblent, comment dire, peut-être un peu banales, elles prennent beaucoup de sens en fait. Ces 2 premières étapes sont vraiment indispensables parce qu'elles nous ont mené à réfléchir sur qu'est-ce qui est inscrit maintenant dans le corps, qu'est-ce qui reste en mémoire aujourd'hui, et donc qu'est-ce qui influence aujourd'hui ma sexualité, hein. Sur quelle base, je dis ma sexualité, je fais partie du groupe, sur quelle base la sexualité de chaque participante a été construite. Donc ça, c'est la théorie. Et en pratique, ce qu'elles disent, hein, de cette étape-là, qui a duré plus qu'une animation, la sexualité, c'est un sujet difficile, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, les parents n'en parlent pas aux enfants parce qu'ils ont peur de déclencher quelque chose, ce qui est très actuel avec ce qui se passe par rapport à l'EVRAS actuellement, hein, ce qu'on entend dans la presse.
On ne nomme pas les parties intimes. Le mot sexe dans certaines langues est tout simplement une injure. Si bien qu'entre femmes, on finit par ne pas en parler non plus. Et donc, la sexualité, on constate, elle est découverte sur le tas, elles disent, c'est-à-dire au cours d'un rapport sexuel, si on peut l'appeler comme ça, puisque très souvent, je ne sais pas le pourcentage, mais dans la plupart du temps, on est en train de parler de rapports sexuels, de violence, en fait, de viol, d'expériences sexuelles qui ont eu dans un cadre forcé. Ce qu'elles gardent de ces expériences, c'est la peur, c'est un dégoût du sexe, un dégoût des hommes. Je cite ce qui a été dit. La sexualité est subie comme une obligation, comme une épreuve et comme un devoir. Elles éprouvent un ressenti, un vécu d'objet, d'un corps qui doit tout le temps être disponible pour les autres. Et à ce stade-là du travail, c'est-à-dire dans l'étape du passé, elles ne parlent pas de plaisir et pensent qu'une femme qui est excisée ne peut pas donner de plaisir sexuel. Donc, quelques réflexions à ce sujet-là. Leur corps, semble-t-il, n'a pas été sexualisé pour elles, mais pour d'autres. Et à ce stade-ci du travail, donc dans l'étape du passé, on constate qu'il y a peu de conscience que le corps peut servir à soi-même d'abord, que leur corps appartienne à elles et qui peut être source de plaisir et de satisfaction d'abord personnelle. Et donc, c'est un peu tout ça qui a constitué une espèce d'éducation à la sexualité. Et nous, on fait le pari de nous dire, si cela a été appris, ben en fait, on peut venir ajouter de nouveaux savoirs. On peut tout le temps faire de nouvelles expériences et peut-être même désapprendre des choses pour en apprendre d'autres. Voilà. Et pour clôturer l'étape du passé et envisager l'étape du présent, on a mis en place un rituel. Alors, on aime bien jouer au cours de ces ateliers, vous l'aurez compris. Euh, et on aime bien amener des choses aussi décalées. Et donc, cet atelier s'appelait le fantôme du passé. Et donc, être entré dans la pièce, notre collègue Fiven, habillé avec un drap tissu, un papier. Et nous avons invité les participantes à noter tout ce qu'elles voulaient se débarrasser du passé, les idées reçues, les violences. Elles ont inscrit des noms, des ressentis, des injures. Alors, soit écrire, soit dessiner, soit faire un trait pour signifier qu'il y a quand même quelque chose à dire, mais peut-être pas au niveau écrit ou au niveau du dessin. Justement, Annalisa, permets-moi de te couper. Je voulais revenir sur ce rituel, je veux dire, en ritualisant justement, enfin, dans le cadre de cet atelier, quand vous avez ritualisé la sexualité passée, c'était quoi l'effet recherché avec ce rituel? Quelle en était l'issue, quoi? Je veux un petit peu. Oui, c'est ça. Ben, ça fait un peu un effet cathartique, exutoire. Aussi parce que ça s'est pas arrêté là. L'étape d'après, c'était Bon, Feven a enlevé le drap quand même, parce qu'elles ont décidé de faire quelque chose de tout ça, et elles ont détruit ce drap. Elles l'ont hachuré, coupé avec les ciseaux, avec les mains. Elles auraient pu le faire avec les dents, je pense qu'elles l'auraient fait aussi. Ça a été comme un grand feu de joie. On n'a pas mis le feu, mais elles l'ont jeté à la poubelle. Elles ont fermé la poubelle. Je me rappelle l'image. Elles ont vraiment fermé la poubelle avec une ficelle. Et alors, ça a été un moment en fait très joyeux, très heureux, et accompagné par des mots comme c'est fini, plus jamais ça, c'est à la poubelle. Voilà, comme pour dire passe à autre chose, quoi. Merci. Une fois voilà, là on a bien justement compris voilà tout le travail qui a été amorcé sur la phase voilà de la sexualité du passé. Ma prochaine question, c'est de savoir une fois ce travail de fond sur la sexualité passée, voilà qui est animé par voilà des expériences de violence. Qu'en est-il du présent? Tu parlais justement de ce rituel qui s'est clôturé. Les femmes, les participantes à cet atelier étaient contentes. Voilà, je suppose que voilà, il y a quelque chose qui les attendait quand elles étaient contentes et on en savoir un peu plus. Il y a quelque chose qui nous attendait à toutes. Donc, ça nous a pris quelques ateliers, parler du passé. Et puis, ça nous a pris quelques ateliers pour parler du présent. Les objectifs dans la phase du présent, c'était d'avoir un regard critique sur comment chacune vit sa sexualité
aujourd'hui et comment elles mettent en lien, c'est en rapport avec ce que je viens de dire, hein, certaines choses par rapport à ce qui a été vécu dans le passé. C'est cette prise de conscience-là et surtout cette critique vis-à-vis de ça. Et pouvoir aussi identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Toujours parler également du positif, hein, ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus, pour exprimer les besoins en matière de sexualité et toujours dans cette idée de sortir de la plainte. Et l'objectif du présent, c'était, et peut-être aussi un peu du futur, c'était d'amener à la définition d'une sexualité qui satisfait, qui est satisfaisante. Alors, avant de définir la sexualité satisfaisante, on aime bien définir les choses dans l'atelier, on n'arrête pas de faire ça. On a amené les personnes à s'interroger sur c'est quoi la sexualité. Je vous le dis en très très résumé, mais ça nous a pris aussi plusieurs ateliers. Mais en fin de compte, le consensus, parce que c'est qu'une question de consensus, c'est de dire c'est un rapport, ce sont des rapports sexuels intimes entre deux personnes qui sont en couple ou pas. Et cette définition, on peut l'analyser, la retourner dans tous les sens, mais pour en arriver là, on a travaillé le sujet de l'orientation sexuelle. Vous voyez qu'on ne voit pas apparaître homme ou femme. Euh, donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été travaillé pour en arriver à cette définition. On ne va pas apparaître non plus la question de l'amour, parce qu'au départ, c'était la sexualité, ça se consomme entre deux personnes qui s'aiment. Ça n'en fait plus partie non plus. Et aussi, ça a été abordé, mais pas vraiment inclus dans la sexualité, c'est que la sexualité peut être vécue pour soi. Donc, la question de la masturbation. Aussi, dans nos ateliers, nous, on sait il y a des fois où on s'arrête pour développer plus un sujet, et des fois où on sait ce sujet, pense bête, on va l'aborder dans un autre cycle intitulé de cette manière. On l'aborde petit, mais on sait que ça va prendre plus de temps et d'espace ailleurs. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là sur la question des rapports, sur la définition de la sexualité. Merci de montrer un petit peu, voilà, tout le travail, justement. Tu parles de plusieurs ateliers pour en arriver là. Je trouve que c'est aussi très important en termes de partage d'expérience avec, voilà, avec les participants et participantes. Et donc, justement, voilà, moi, ma prochaine question, justement, c'est de savoir, quand on parle aussi de sexualité, on parle aussi d'intimité. Et donc, je suis curieuse de savoir, voilà, dans le cas de ce groupe de discussion, quel est l'état de la sexualité des participantes, leur sexualité intime, sur quoi est-ce qu'elles ont envie que cette sexualité-là repose, hein, bien entendu. Voilà, on a vu que voilà, il y a eu toute une définition au travers d'un consensus. Voilà, mais je vais encore creuser plus en allant vers là. C'est ce qu'on s'est dit aussi, nous, parce qu'à force de parler de généralité, après, on noie un peu le collectif C'est dans ça. la masse et qu'en est-il de soi? Donc, on a réfléchi à des questions très intimes et on leur a demandé également le consentement de poser ce genre de questions. Je vais en parler par la suite, mais c'est très important évidemment de le faire au bon moment, quand la confiance, la sécurité euh, est assez installée, évidemment. Parce qu'on est arrivé à poser des questions comme raconte-moi comment ça se passe un rapport sexuel pour toi. Est-ce qu'il y a des caresses? Est-ce qu'il y a des jeux? Est-ce qu'il y a des choses? Nous, on a nommé des choses, mais c'était à elles de les nommer, hein. Est-ce qu'il y a la pénétration ou bien pas? Est-ce qu'il y a des mots doux? Donc, nous parler un peu plus techniquement vraiment de leur expérience. Comment je sens que j'ai envie? Qu'est-ce qui me donne envie et qu'est-ce qui ne me donne pas envie? À quel moment je ressens du plaisir ou pas? À quel moment je m'ennuie? C'est qui a fait bien rigoler cette question. Qui prend l'initiative? Comment puis-je communiquer? Est-ce que je communique mes envies? Comment je peux le faire? Est-ce que j'ai du plaisir? Etc., etc. Donc, si on prend un petit peu certains témoignages, il a été dit, certaines disent qu'elles se sentent très à l'aise avec leur sexualité, en fait. Qu'il y a du plaisir, qu'il y a aussi parfois de la douleur, mais qu'en fait, de manière générale, elles sont satisfaites. Mm. D'autres disaient, ben, ce plaisir dont parlent les autres, moi, je ne le connais pas. Et puis, on entend aussi
je pense qu'on peut parler un peu d'idées reçues. Si tu vis avec une personne que tu aimes, tu fais l'amour tout le temps, hein. C'est pas tout à fait ça, la réalité. Nous, ça nous donne des indications sur ce qui convient de travailler. Ce qu'on peut retenir vraiment de ces échanges, pour moi, c'était tout à fait surprenant d'entendre ça, mais là, il y a eu un gros débat sur. Elle parle d'une sexualité hétéronormée aussi, hein. Je n'ai pas remis le contexte, mais elle parle d'un rapport sexuel entre hommes et femmes. Et elles disent qu'elles peuvent se passer de la phase de pénétration. Ça a été clairement et joyeusement dit. Elles disent, si seulement il y a la pénétration, tu n'es pas prête, tu es irritée, lui il est satisfait, mais toi tu n'as qu'une envie, c'est que ça finisse vite. D'autres, tu ne veux pas la pénétration si tu es bien caressé. J'ai plus de plaisir pendant les préliminaires. C'est un mot qui a été énoncé par certaines participantes. Et le rapport, comme pour dire le moment de la pénétration, quand ça traîne, j'ai des douleurs. Ça ne me convient pas vraiment. Donc, c'était vraiment un moment phare, un moment clé pour identifier les besoins et ce qui fait plaisir. Voilà, et ça va amorcer un petit peu ce qui va se retrouver dans la définition de la sexualité satisfaisante. Merci, Annalisa. Justement, en suivant ce processus des ateliers, mais aussi des échanges, on voit très bien justement comment vous effectuez justement, comme je disais, ce travail de fond sur la sexualité passée, présente, la sexualité satisfaisante, qui est justement dans dans ce cadre du présent. Et ça représente quoi aujourd'hui, finalement, cette sexualité satisfaisante pour les femmes de cet atelier? Donc, il y a cette définition que vous avez lue au tout début et que je vais reprendre ici. Je suis contente aujourd'hui, la pièce à côté, il y a certaines participantes qui sont en train de regarder le webinaire. Voilà, on est contente aussi qu'il y ait eu cette présence aujourd'hui. Donc, la définition dit, c'est plus une déclaration en fait qu'une définition, dit, nous les femmes, nous déclarons qu'une sexualité satisfaisante, ce sont des rapports sexuels consentis avec un ou une partenaire de notre choix, dans le respect des désirs de chacun et de chacune, la confiance, la communication et l'égalité pour avoir un plaisir partagé. Et afin d'être satisfaite, nous estimons que les préliminaires en sont une étape essentielle. Donc ça, c'est ce à quoi le groupe a abouti au mois de juin. Chaque mot a été longuement travaillé, longuement discuté, longuement mis dans la balance, et je vous propose de nous arrêter sur le mot préliminaire. Donc, ce qui a été nommé comme des caresses, comme des jeux sexuels, a aussi été nommé par d'autres avec ce mot de préliminaire. Ce n'est pas quelque chose que nous, les facilitatrices, on a amené dans le groupe. Tout le monde, toutes les participantes ont été d'accord sur le fait que le rapport sexuel n'est pas exclusivement résumé à la pénétration. Vous l'avez bien compris précédemment. Mais ce qui a été débattu, c'est de savoir si ce mot préliminaire, le mot même, devait être inclus dans la définition de la sexualité satisfaisante ou pas. Et ce n'est pas qu'une question de mots, ce n'est pas qu'une question de vocabulaire en fait. Vous allez le voir, on va l'expliquer, c'est une question de sens et de visibiliser ce mot préliminaire et tout ce qu'il englobe dans la définition, dans le manifeste en fait, dans la déclaration. Donc, il y avait des personnes qui ne souhaitaient pas voir apparaître le mot préliminaire. Il disait que tout ce qui est de l'ordre d'une sexualité non pénétrative, qui était aussi appelée par certaines préliminaires, c'est déjà contenu dans la définition même de cette sexualité satisfaisante, notamment avec le mot plaisir partagé. Donc pour elle, c'était une évidence que dans la question du plaisir, il fallait y intégrer une variété de gestes et d'actes sexuels autres que pénétratifs.
Donc, vous voyez que dans le fond, en fait, elles sont d'accord, hein, c'est la forme qui est discutée. Parce que le groupe qui voulait voir apparaître ce mot-là avait comme crainte que si le mot préliminaire n'était pas inclus dans la déclaration, ça revenait à invisibiliser leurs désirs et leurs besoins et à réduire la sexualité à l'acte de pénétration. Parce qu'elle voulait utiliser cette déclaration comme moyen de communication. Elle disait que si le manifeste était partagé avec d'autres, parce que ça, c'était aussi un des objectifs, ça éviterait les violences au sein du couple, parce que ça permettrait de normaliser et généraliser euh, cette question des préliminaires qui semblait être absente dans la sexualité de certaines. Et donc, dans ce deuxième cas de figure, la définition, la déclaration avait vraiment un but éducatif. Et je mets ça en lien aussi avec le fait que il a été dit à d'autres moments, nombreux moments, que pour elles, leur partenaire manquait de connaissances sur le plaisir féminin. Donc, vous le voyez que dans la déclaration, le mot préliminaire a été inclus. On a fait le procès du mot préliminaire, pas des préliminaires, du mot préliminaire par un jeu. Voilà, je pourrais donner plus de détails si vous le souhaitez. Et ça a été décidé que ça devait apparaître. Par le groupe, ça a été décidé que ça devait apparaître. Et alors, dernière remarque à ce sujet, c'est que, alors là, vous connaissez tout le processus, mais certaines de nos collègues, quand elles ont lu la définition et qui ne connaissaient pas le processus, elles ont été choquées de voir ça actuellement qu'on fait vraiment de l'EVRAS en fait. On ne sépare pas les préliminaires du reste. Et c'est ne pas comprendre le processus. Quand on n'est pas au courant du processus, ben on ne comprend pas que ce n'est pas une question de mots, mais que pour le groupe qui était créé à l'instant T, ça participe à leurs besoins à elles. C'est pas nos besoins à nous en tant qu'institution. Voilà. Merci. Merci beaucoup Annalisa. Merci aussi de partager justement aussi le regard hein, que des personnes externes qui n'ont pas été dans ce groupe justement ont face à cette définition. Moi, je reste encore sur cette ligne du temps. Voilà, le passé, le futur, le présent, pardon. Quelles sont les prochaines étapes? Le futur, certainement, comme tu nous as briefé, tu nous as dit que vous avez travaillé la thématique sur 3 temps. Qu'en est-il du futur? Alors, oui, actuellement, effectivement, bon, on n'a pas fait de focus sur le futur. Et en fait, c'est à questionner si on le fera ou pas, parce que bah, là, on est au mois de septembre et recommence un nouveau cycle. Et on ne sait pas si c'est avec les mêmes participantes. Donc, c'est ça, hein, mes collègues disaient, c'est un laboratoire, c'est expérimental. On ne sait pas. On va voir au mois de septembre qui vient ou qui vient pas et quels sont les besoins. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que on pense qu'on a planté des graines et que en ayant travaillé les représentations du passé, du présent, ben, puisqu'on est dans cette question de l'empowerment, ça va jaillir, ça va se multiplier à un certain moment. Et peut-être que nous ne serons pas les témoins de tout le processus, mais on espère que le processus, il est lancé en fait. Je rebondis sur ce que tu as dit tantôt en disant que voilà, le manifeste, les déclarations étaient travaillées avec les femmes et voilà, dans leur visée, si elles devaient être partagées, l'objectif c'était voilà, de sensibiliser sur les violences dans le couple et de prendre et d'éduquer aussi les partenaires au sein du couple. De manière générale, quel est le constat que toi tu fais sur ce manifeste qui a été construit par ces femmes? Est-ce que tu penses qu'elles auraient envie de laisser des traces auprès d'autres femmes ou d'elles-mêmes qui ont participé à ce processus-là d'atelier sur la sexualité satisfaisante? Dans l'étape du présent, on a beaucoup travaillé aussi je me retrouve mieux. On a beaucoup travaillé aussi la forme en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on a fait un travail visuel, un travail audio et un travail vidéo aussi plusieurs séances. Et ça a été fait parce qu'elles avaient envie de visibiliser quelque chose à la base. Hein.
On a créé des affiches, on a créé des bandes son, on a créé des vidéos. Elles sont superbes. Je suis contente d'avoir pu les voir, d'avoir assisté à ça au moins. Dans un premier temps, en fait, elles ont voulu cette visibilité et ont donné leur droit à l'image. Et puis, il y a eu des désistements au fil des semaines. Alors que nous avions bien fait attention à ne pas quand même filmer des choses qui pouvaient être reconnaissables, il y a eu des désistements par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on est témoin de ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de contenu à vous montrer. Il faut également vous dire, hein, comme Carolina le disait, Marianne le disait, cet atelier qui est prévu depuis 1 an, normalement devait être entièrement mis aux mains des participantes. Mettre les personnes concernées au centre du processus. On a tenté, ça n'a pas été possible pour différentes raisons, mais certaines sont là aujourd'hui, ce qui montre quand même qu'il y a une poursuite d'un intérêt dans cette thématique. Et donc, nous, les facilitatrices, on a repris la relève. Et en préparant la présentation aujourd'hui, je me suis dit que finalement, participer à ce webinaire, c'était de rendre hommage à tout le travail qui a été effectué. Et justement, par rapport à ça, est-ce que finalement, voilà, ces différents désistements de partager ce travail, tu l'as bien dit, les audios, les écrits, les vidéos, intimes avec un public, un plus large public comme nous ici tous et toutes rassemblés, est-ce que c'est pas ça même le sens de l'intime? Et ma question, est-ce que ça ne devrait pas aussi nous interroger en tant que professionnels sur les attentes aussi que nous mettons voilà, à l'amorcement de chaque projet? Il y a des attentes et des besoins à différents niveaux. Tout à fait. Facilitatrices, institutions. On a constaté, hein, enfin, et on ne peut qu'y mettre des hypothèses, évidemment. Après, si quelqu'un qui est là, quelqu'une qui est là aujourd'hui a envie de prendre la parole, après, c'est le bienvenu. Hein. Mais on a constaté une belle participation quand même pendant tout ce cycle, un engagement important, un plaisir de jouer, de faire ces exercices. Quand on dit qu'on a fait des audios, des vidéos, on a fait de la déclamation. Donc, le manifeste, la déclaration, elle est rentrée dans les veines, vraiment. On a fait ça pendant 2 ou 3 séances. Le fait cependant de se rendre visible derrière ses propos, parler de sexualité à haute voix, reste malgré tout ce travail pas évident pour certaines, pour différentes très bonnes raisons. Ce qui montre qu'avant toute chose, on pense, les ateliers du dernier vendredi du mois, ces réunions mensuelles, ont pour but l'empowerment, c'est-à-dire de renforcer le pouvoir des participantes. Et l'envie de communiquer, en fait, ça vient d'un besoin. Maintenant, on s'en rend compte parce qu'on a de la distance, hein, mais ça venait d'un besoin, non pas des participantes qui ont pu l'émettre à un certain moment, mais nous, on a pris ça, on a fait de belles choses. Hein. Je pense que ça a été vraiment très porteur, ces exercices sur la déclaration, sur la théâtralisation, et ça répondait pas à leurs besoins. Ça répondait pas à leurs besoins, oui. Et donc, on apprend à se remettre en question nous-mêmes en tant que facilitatrice, en tant qu'institution. Et ça aussi, ça nous place dans une position particulière, mes collègues et moi, parce qu'on est porteuse d'une parole qui n'est pas la nôtre. Et on espère l'avoir fait de manière bienveillante. On en est très consciente, de manière fidèle, on espère. Elles nous le diront après. Et on est presque des ambassadrices de cette parole-là. Je pense qu'on peut dire, et on est contente d'avoir participé à visibiliser certaines choses. Et rien que pour ça, ce webinaire en vaut la peine. Justement, et moi, je tire voilà, beaucoup d'enseignements par rapport justement à votre expérience qui a été très transparente et qui a montré tout un processus de travail avec les femmes sur la sexualité satisfaisante, mais finalement un processus qu'elle veut le garder pour elle-même et qu'elle veut pas, elle ne veut pas forcément laisser des traces. Et comme tu disais, ça nous interroge aussi en tant que professionnels, en tant qu'institution, mais aussi, voilà, c'est quoi les attentes? Voilà, on a toujours
voilà, on a toujours cette vision des projets orientés résultats. On a envie de produire ci, on a envie de produire ça. Mais je trouve aussi que c'est très riche, votre expérience, parce que ça montre comment s'adapter, comment être flexible, comment s'adapter aux besoins, aux demandes des participantes et prendre du recul en tant que professionnel et institution et laisser la place à ces besoins-là. Et je trouve aussi très important ce partage d'expérience parce que ça permet aussi, hein, donc là c'est un petit peu un plaidoyer envers voilà, les administrations ou les différents bailleurs. Parfois, les attentes, elles sont posées d'un point de vue qui ne prend pas en considération les besoins et les attentes des participantes. Et voilà, je trouve aussi que c'est intéressant de faire le chemin à l'envers et de se dire, voilà, c'est un apprentissage. Et je trouve clairement que dans le cadre de cet atelier communautaire, ce qui en ressort, ben, c'est finalement que c'est tout au-delà d'un processus, que ce soit par le passé, le présent, le futur. C'est quelque chose, comme tu disais, qui a été vécu par les femmes. Elles l'ont pris à corps, elles s'en sont ressorties avec quelque chose, même si elles ont créé, voilà, plein de supports, elles n'ont pas finalement envie que ce soit partagé et de respecter aussi, voilà, cette parole de ces paroles de ces femmes-là. Ça permet aussi, justement, en tant que professionnel, de prendre du recul et de mieux investiguer, voilà, sur la question des attentes avec les participants. Mais en tout cas, moi, je trouve que en tant qu'institution, c'est une très bonne pratique. Moi, je trouve que, voilà, voilà, c'est pas parce qu'on est collègues, hein, mais je trouve que c'est bien d'avoir eu cette approche, de se dire, OK, bah, si vous n'avez pas envie que ce soit publié, bah, on ne publiera pas. Et donc, on aura cette expérience-là entre nous à partager si on a envie. Et comme tu disais, pour certaines, elles sont dans une salle, elles écoutent ce que vous dites et j'espère vraiment que vous avez traduit, voilà, toute la richesse de ce processus au sein de ces ateliers sur la sexualité satisfaisante. Alors, je propose maintenant, là je vois qu'il est 16 heures, d'ouvrir voilà, la place aux échanges. Donc, si vous avez des commentaires, voilà, Annalisa vous a aussi lancé, hein. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Donc, voilà. Soit de vous lever la main, soit... je vois qu'il y a Aminata qui a levé la main. Oui, Aminata. Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi, ce n'est pas pour poser une question, c'est pour une suggestion, en fait. L'intervention d'Annalisa, elle a parlé des préliminaires. Elle a dit qu'il y avait une dame qui avait dit que son mari n'était pas, au fait, ne connaissait pas, au fait, les préliminaires qu'on devrait effectuer lors des rapports intimes. Alors, moi, je voudrais proposer à Annalisa, comme au niveau du CAMS, nous avons des ateliers qu'on organise pour les hommes aussi. Si toutefois on pouvait essayer de travailler sur ces thèmes avec les hommes aussi et voir les thématiques qui correspondent aux préliminaires afin d'essayer de mettre les hommes au courant de ce qu'ils peuvent faire avec les dames lors des rapports intimes. Donc, c'était ma petite suggestion que j'avais à faire. Je vous remercie. Merci, Aminata. Annalisa, je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, merci à Aminata. Je pense que le champ, il est immense, le champ des possibles, il est immense. Maintenant, je sais pas très bien à quoi répondre, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est peut-être d'abord de vérifier avec les dames si c'est l'étape qui leur paraît essentielle maintenant, ou d'aller chercher aussi vérification avec les participantes sur comment ça pourrait se passer pour elles, pour répondre justement à cette question de l'éducation sexuelle, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Ouvrez votre micro et puis vous pouvez parler. Voilà, ça a été très clair. Et il n'y a pas de questions aussi, on prend, hein. Donc je trouve aussi que voilà, c'est aussi chouette. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de réactions, je vous propose alors tout doucement de conclure cet atelier. Alors,
Voilà, tout à l'heure, en introduction, j'ai un petit peu fait le bilan au niveau du calendrier des ateliers. Donc aujourd'hui, on était parvenu au quatrième atelier. Et donc, notez déjà bien la date du prochain atelier qui aura lieu le 24 octobre. Et donc cette fois-ci, voilà, on va poursuivre justement cette discussion-là. Je pense, Aminata, et je voulais aussi justement te lancer là-dessus, de la place des partenaires justement dans la sexualité. Et donc, avec un focus bien évidemment sur la communication dans le couple. Et donc, voilà, on va un petit peu poursuivre dans ces réflexions-là. Donc, mettez bien la date dans vos agendas, le 24 octobre, et ensuite le dernier atelier qui aura lieu sur la sexualité agréable, avec un focus sur l'accompagnement et la prise en charge psychosexologique des femmes concernées par les mutilations génitales féminines, notamment pour se réapproprier de leur corps. C'est le 7 septembre de 14 à 16 heures. Donc, sur ce, voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Voilà, d'avoir participé à ces ateliers en ligne. Voilà, merci voilà, d'avoir fait preuve voilà, de compréhension, d'adaptation entre la technique au début qui nous a joué des tours et ensuite l'alarme incendie qui a retenti dans tous l'énorme bâtiment. Il fallait voilà, évacuer le bâtiment. Vous êtes restés là, vous êtes restés connectés. Voilà, nous vous remercions pour votre participation à cet atelier en ligne et on se dit au 24 octobre pour le prochain. Je vous remercie et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Vous avez voilà, une outil tech avec énormément d'outils pour les professionnels de différents secteurs. Donc, je vous invite également voilà, à rester connectés aussi sur nos réseaux sociaux. Vous avez les contacts pour rejoindre les stratégies concertées ou pour avoir toute autre information. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on se dit à la prochaine. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde.